est quel jour? 21 janvier, non, c'est ça? Alors ça a été une semaine marquée par deux phases. Et deux phases complètement opposées. Alors que dans le même temps, on attend avec impatience le rendez-vous du 31 janvier, jour où la Fed devra donner son cap sur 2024 et sa stratégie sur les taux directeurs. Et ben en attendant tout ça, on a eu quand même pas mal de news cette semaine. On va voir tout ça ensemble ici. Et je répondrai à cette question. Est-ce que je change de casquette bleue pour une casquette rouge ou verte? Ceci dit, elles sont pas mal les deux. Quels nouveaux éléments objectifs avons-nous à notre disposition d'un point de vue fondamental mais aussi technique? Quelle stratégie est-ce que je mets en place actuellement? Ça fait beaucoup de questions et on va y répondre ici et maintenant. Commençons d'abord par s'abonner à la chaîne si tel n'est pas le cas. Merci d'être fidèle. Merci même à ceux qui ne la regardent pas en première les dimanches à 10h et après coup. Merci pour vos commentaires. Allez, c'est bon, on y va. Allez, c'est parti pour la partie macro. L'inflation baisse un peu partout dans le monde, ça c'est une certitude. Et au Japon, c'est le deuxième mois consécutif que l'inflation baisse. Ouais, oh là là, 2 mois consécutifs, c'est la folie, bravo. Du coup, la pression retombe sur la Banque centrale du Japon qui, pour le moment, laisse toujours ses taux directeurs négatifs, d'où le Nikkei qui s'est envolé, un peu seul d'ailleurs cette semaine, en sortant par la même occasion de ce canal descendant, tendance secondaire au sein même d'une tendance primaire qui est haussière, autrement dit, en termes d'analyse technique, un drapeau. 2,3% d'inflation donc contre 2,5% le mois précédent et 2,9% le mois encore d'avant, c'est-à-dire en octobre. C'est le rythme d'inflation le plus lent observé depuis juin 2022. Alors c'est lié à quoi? Baisse du coût des matières premières importées et grâce aux subventions gouvernementales pour l'augmentation du coût de l'énergie, ce qui a freiné la croissance sur les prix. En Chine, ça ken moins. Ouais, je sais, c'est un peu brutal comme ça. Va falloir charbonner un peu quand même. Oui, la population chinoise diminue pour la deuxième année consécutive. Le taux de natalité est historiquement bas. Et l'augmentation des décès liés au Covid a entraîné une baisse de la population de 2 millions d'habitants en Chine. Ils sont aujourd'hui seulement, ouais, c'est quand même déjà pas mal, 1,4 milliard. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Alors, il y avait déjà eu une baisse du nombre d'habitants en 2022, 850 000 habitants de moins. Et c'était d'ailleurs la première baisse depuis 1961. Le taux de mortalité est aujourd'hui au plus haut depuis 1974, 6,6%, c'est-à-dire 11 millions de personnes. Direction les États-Unis. Une loi de finances cette semaine a été adoptée pour éviter la fermeture partielle du gouvernement. Ce qui permet donc de prolonger les dépenses gouvernementales. C'est bon, vous pouvez y aller, c'est bon, vas-y, dépense à bloc. Ah non, pardon, on laisse les mêmes dépenses au même niveau et ce jusqu'au 1er et au 8 mars. Dans le même temps, et tu le sais, ça s'accélère au niveau de la course à la présidentielle aux États-Unis. Oui, c'est cette année. Trump est le favori parmi les démocrates. Il s'oppose d'ailleurs accessoirement à une aide accrue à l'Ukraine. Toujours côté États-Unis, c'est la 5e série de frappes depuis la semaine dernière contre les militants Houthis soutenus par l'Iran. Et oui, les Houthis harcèlent les navires commerciaux et militaires qui empruntent la mer Rouge. D'ailleurs, Joe Biden a précisé que les frappes n'étaient pas forcément efficaces, mais il a confirmé qu'elles allaient quand même se poursuivre. Et dans le même temps, toujours oui aux États-Unis, on a eu les ventes au détail qui étaient meilleures que ce qu'on attendait. 0,6% de hausse contre 0,4% attendu. Et enfin, on a eu en Europe, la Banque Centrale Européenne présidée par Christine Lagarde qui a dit qu'elle pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt cet été si, bien évidemment, tous les éléments sont réunis pour que l'inflation continue à baisser d'ici le printemps. Visiblement, ils auront plus de données qui leur permettrait d'aller dans ce sens-là. Et en même temps, vu les attentes du marché qui price à fond des baisses des taux de partout, de la Fed, de la BCE, vaut mieux effectivement commencer à préparer le terrain. Nous avons eu cette semaine 2 grosses publications, notamment aux États-Unis, des bancaires. Morgan Stanley s'est fait découper puisque l'action a perdu 10%. Goldman Sachs, elle, c'était plutôt conforme aux attentes. Elle a brouté. Une espèce de range, là, daily, ça bouge pas trop. Et puis, côté semi-conducteurs, nous avons eu Taiwan Semiconductor Manufacturing qui a soutenu tout le secteur des semi-conducteurs. Et oui, c'est l'un des plus gros fournisseurs, notamment de Apple et
Nvidia. Croissance prévue, attention, accroche-toi le slibard, 20% en 2024. Quand bien même d'ailleurs les chiffres ont été inférieurs à ceux de l'année passée, c'était quand même supérieur à ce que le marché attendait. Donc oui, tout se passe bien au niveau des technos. Ça a permis d'ailleurs cette semaine au Nasdaq de faire des nouveaux records historiques, à l'image d'ailleurs de Microsoft et Apple en termes de capitalisation qui se tirent la bourre puisqu'ils sont quasiment tous les deux à 3000 milliards de dollars de valorisation. Alors cette semaine, je le disais en introduction, elle s'est faite en 2 temps. Jusqu'à mercredi, les marchés ont baissé sur fond de respiration de manière générale, de suranticipation de baisse des taux d'intérêt des différentes banques centrales et finalement en absence de news fondamentales qui permettent d'ajuster les curseurs beaucoup plus à la hausse, beaucoup plus à la baisse, en tout cas pour le moment, et ce sur des unités temps longues. Donc on reste dans la lame de fond, qu'elle soit positive ou qu'elle soit neutre. Ce qui m'a permis donc dans cette première phase baissière d'alléger considérablement, après tout le travail qui a été réalisé ces dernières semaines, des positions vendeuses, notamment sur le CAC 40. Donc je te le disais, je vendais entre 7005 et 7006, 7300 points, 7304 très exactement, c'était mon gros niveau d'allègement des 3/4 des positions vendeuses que j'avais accumulées. Ce qui représente quand même 3% de baisse sur l'indice. Et pour ceux qui aiment bien compter en nombre de points, je rappelle que c'est l'équivalent de 1200 points sur l'indice Dow Jones. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Ah ouais, FT, donc direct là maintenant tu mets le générique, tu coupes direct, ouais, tu n'as même pas besoin d'intro et tout, direct, ok. Vas-y, continue le générique, vas-y. C'est la minute pédagogie avec Xavier Fenot. C'est bon, on continue? Fenot. Alors oui, il y en a beaucoup qui comptent en nombre de points parce que ils ont la même exposition quel que soit l'indice. Du genre, si je trade le CAC, je trade le CAC à 1 euro le point. Si je trade le Dow Jones, je trade à 1 euro le point. Comme ça au moins on se fait pas chier. Donc forcément, quand tu as un indice sur le CAC qui cote 7004 et un Dow Jones qui cote 37500, forcément le Dow Jones va te sembler plus volatile. Sauf que c'est faux. Non, c'est faux. Ça semble logique. Oui, il faut regarder les pourcentages. Donc expose-toi en fonction de l'indice, en fonction du pourcentage de son évolution. C'est pas parce que le CAC perd 10 points qu'il est moins volatile qu'un Dow Jones qui perd 100 points. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose pour son capital. Faut pas regarder les euros, faut regarder le pourcentage. Ça évite d'ailleurs notamment l'émotivité. Je disais donc, prise de bénéfice important sur le CAC 40, sur repli, autour des 7003. C'était d'ailleurs le point bas de la semaine, ou pas loin. Même chose sur le Russell 2000 où j'ai pris un premier objectif sur des ventes swing puisqu'on était proche de cette borne haute des 2000 points. On l'a réintégré. On a fait les 1900 points qui correspondaient à cet objectif. Et puis dans le même temps, oui, je continue à travailler l'indice SP500. Alors attention, le SP500, il fait partie, oui, des indices les plus forts qui tiennent le plus, les plus solides. Il reste d'ailleurs dans un range daily. Ce qui veut dire, vu qu'il est dans un range, il faut vendre la borne haute et pas vendre la borne basse parce que sinon on vend en bas, on achète en haut. Et puis systématiquement, alors moi j'avais commencé à travailler fin décembre, à vendre la borne haute, racheter la borne basse, revendre la borne haute, on est revenu au milieu, je sécurise les positions, je continue à travailler et je recommence. Ça n'a pas donné grand chose puisque cette semaine, finalement on n'a pas vraiment rallié la borne basse, on est retourné sur les 4008. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, on échoue encore sur les 4008. Donc tant qu'on échoue sous les 4008 et qu'on donne des signaux baissiers sur des unités de temps un peu plus courtes que du daily, sur l'horaire, je continue. Et il y a une deuxième chose qui m'interpelle, au-delà de cet écart et ce grand écart, je pourrais dire, entre les anticipations du marché qui estime encore pour fin 2024 qu'il y aura entre 6 voire 7 baisses des taux de la Fed et le discours des membres de la Fed eux-mêmes qui essayent de temporiser le marché en disant oui, il va y avoir des baisses des taux mais vous enflammez pas pour autant les gars. Avec cette remontée qu'on a eue notamment d'ailleurs cette semaine du taux à 10 ans aux États-Unis, ce qui est quand même relativement logique par rapport au discours des banquiers centraux, qui est remonté donc au-delà non pas des 4%, 4,10, 4,15, il a même quasiment tapé les 4,20% cette semaine. Pareil d'ailleurs pour le dollar américain qui a continué à progresser. Oui, vous avez peut-être déjà là la réponse à cette question. Non, je ne change pas de stratégie. Je ne change pas de... Elle est où? Elle est là. Je ne change pas de casquette. Ces allègements justement de position vendeuse cette semaine au plus bas permettent lorsqu'on a des rebonds, comme on a eu donc lors de cette deuxième phase de marché, de
reconstituer les positions à la vente, c'est ce qu'on appelle tout simplement travailler un plan et travailler ses positions, travailler son exposition. Et tant qu'il y aura donc des replis, tant qu'il n'y aura pas de changement fondamental majeur, mais aussi technique de la situation actuelle, eh ben je continue dans cette ligne directrice. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai créé, entre guillemets, en fait, eu cette idée notamment de casquette. On ne change pas de casquette toutes les 5 minutes, toutes les bougies horaires. On a une ligne directrice, on utilise des polarités, des zones clés, des stratégies directionnelles et on travaille aussi d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple en intraday de travailler dans ces stratégies directionnelles que d'essayer d'acheter, vendre systématiquement et partir dans tous les sens en live. Donc on a eu, je le disais, en deuxième partie de semaine, un rebond de manière générale en Europe, mais aussi aux États-Unis, permettant donc de revendre en partie et de reprendre en partie ses positions vendeuses. Donc en ce qui me concerne, le CAC 40, tant qu'on est sous les 7500 points, je vais continuer à le vendre. Et d'ailleurs, vendredi, on a eu ce qu'on appelle un gap haussier et un open en extrême, c'est-à-dire tout de suite, le marché a ouvert en hausse et le marché a vendu dès 9h à continuer à vendre tout au long de la séance. Donc là, c'est quand même un marqueur et un point de repère de dire, tant qu'on ne repasse pas ce niveau-là, quand même une petite pression. Bah oui, pression, j'arrive pas à le dire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'arrive pas à le dire. Non. Et puis le SP500, alors à l'heure où je tourne la vidéo, encore une fois, il y a toujours un décalage, les marchés sont encore ouverts. Il n'arrive pas à passer les 4800 points. Alors il faut travailler, encore une fois, ça fait partie des indices forts, mais il y a un indice faible parmi les États-Unis, c'est le Russell 2000, l'indice des petites capitalisations aux États-Unis, qui échoue encore sous cette zone des 2000 points. Et ça, c'est un range de... Ça date. L'indice Dow Jones, lui, par exemple, flirte avec sa moyenne mobile à 20 jours. Là, tu la vois en bleu. En fait, elle est complètement plate. Il passe en dessous, il repasse au-dessus. C'est en range. Donc, ce qui démontre quand même la neutralité de la situation, au moins d'un point de vue technique. Alors, certes, on me dira, il n'y a pas de relais baissier important à l'heure actuelle. Ça, c'est une certitude. On le voit de manière tout à fait objective sur l'analyse technique. Certains indices, encore une fois, il y a une catégorie de certains indices qui sont beaucoup plus forts. Alors, on l'a vu par exemple avec le Nikkei, mais aussi le Nasdaq. Donc, ceux-là, effectivement, si tu es plutôt en mode casquette verte, moi, je préfère acheter sur repli, vaut mieux acheter les forts. Ceux-là, par exemple. Et d'un autre côté, on a les indices faibles. Donc, il y a l'Europe, il y a également le Russell 2000, par exemple. Alors, on parlera même pas d'ailleurs du HSI qui se fait complètement dérouiller, l'indice Hang Seng en Chine. C'est pour ça que, de manière générale, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Je conserve toujours ma casquette bleue. Avec une stratégie principale de vente sur rebond, sur résistance. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je changerais de fusil d'épaule, de casquette, sachant tous les éléments fondamentaux qu'on a vus et également techniques. Je me permets de rajouter juste une petite chose. Entre le moment du tournage du débrief hebdo et finalement la clôture des marchés américains, pour rester sur l'indice SP500, les marchés américains ont continué de progresser et l'indice SP500 est sorti par le haut du range dans lequel il évoluait finalement depuis un mois entre 4800 points, 4700 points. Alors aujourd'hui, j'ai pas de position à la vente sur le SP500 parce qu'on est sorti par le haut de ce range justement des 4008. 4008, c'est ma zone de vente que je privilégie depuis maintenant un mois à travailler à la vente sur des signaux horaires, sur des signaux daily. Systématiquement, on a eu des signaux baissiers à ce moment-là. Là, on n'en a pas eu. Donc, il faut toujours, et c'est un peu le point que je voulais rajouter, avoir cette humilité, mais surtout cette objectivité, cette prise de recul, de dire, OK, on est sorti par le haut des 4800 points, c'était ta zone de vente. Ta zone de vente n'a rien donné. Il faut tout simplement pas que tu sois en position à la vente, parce que le marché ne te donne pas raison. La deuxième chose, c'est que au-delà de garder cette objectivité, cette prise de recul, il faut pas regretter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait effectivement, je pourrais me dire, je regrette de ne pas être à l'achat, j'aurais pu, j'aurais dû. Alors effectivement, après coup, c'est toujours facile de se faire des reproches pour soi-même ou même d'ailleurs pour les autres. Mais cette stratégie, en fait, faut pas oublier que cette stratégie a fonctionné sous les 4800 points à de très nombreuses reprises, encore une fois depuis un mois. Stratégie qui a été d'ailleurs performante. Aujourd'hui, on sort par le haut, on pourrait se dire, c'est plus simple finalement d'être à l'achat, il aurait fallu, t'aurais pu, t'aurais dû. Oui, mais on peut pas être en fait dans cette frustration et dans cet niveau d'échec permanent parce que sur les marchés, on évolue en fonction justement de stratégies qui nous semblent cohérentes. Cette stratégie me semblait cohérente et a fonctionné. Aujourd'hui, cette stratégie de vente n'importe comment, n'importe où, sans signaux, sans zone d'intervention, n'est pas cohérente. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas de position à la vente sur les indices américains, en l'occurrence le SP500, parce qu'on est sorti par le haut des 4800, 4810. Si la semaine prochaine, par exemple, on devait réintégrer les 4800, 4810 points et qu'on devait du coup repasser
sous la borne haute de ce précédent range, alors ça m'intéresserait de reprendre des positions à la vente parce que le marché me donnerait des signaux et des indications qui iraient justement dans ce plan éventuellement de vente sur des signaux baissiers. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà, je voulais simplement préciser tout ça parce que c'est vraiment très important. On est toujours très souvent dans la frustration de louper en mouvement, mais on ne peut pas être systématiquement dans tous les mouvements de marché, sur tous les actifs, sur toutes les unités de temps. C'est une stratégie qui a fonctionné dans le passé. Aujourd'hui, je ne suis pas en mode acharnement si le marché me donne tort. Et aujourd'hui, effectivement, les indices américains veulent continuer à progresser. Donc, je ne vais pas à l'encontre. Et j'en profite pour féliciter les acheteurs qui ont acheté tout au long de cette deuxième phase de marché, puisque je rappelle que cette semaine a été composée de 2 phases. Une première phase baissière jusqu'à mercredi, jeudi, vendredi, une phase haussière. Rodolphe, lui, a travaillé à l'achat en intraday, le DAX, pour pouvoir revendre finalement en deuxième partie de semaine plus haut et recompléter son exposition vendeuse swing sur le DAX. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Xav. Les indices, oui, début d'année quand même en fanfare, il faut le reconnaître. Je vous disais lors du dernier brief hebdo que quand même, je trouvais beaucoup d'éléments techniques, haussiers techniques. Alors, moi, je reste toujours dans un esprit de gros range mensuel en 2024, mais je fais quand même attention. Donc, rapidement, sur les indices américains, pour l'instant, on voit quand même que ça reste bullish, très haussier techniquement, avec de belles bougies impulsives encore ce vendredi. Cependant, cela dit, si je reste sur mon point de range mensuel, je vois qu'on va commencer à aborder des zones techniques que j'attendais depuis pas mal de temps, qui vont m'intéresser, mais avec parcimonie, et il va me falloir des signaux contraires assez importants. Peut-être qu'ils ont décidé de monter ou de grappiller encore un peu quelques points à la hausse jusqu'à la réunion de la Fed, qui est fin janvier de mémoire, assez importante. Voilà, donc pour ma part, j'ai plutôt sur le SP500 un peu plus haut en niveau technique entre 4009 et 5000. Alors souvent 5000 c'est un tel chiffre rond psychologique, je pense, qui peuvent s'arrêter juste un peu avant, d'accord. Donc je vais surveiller ces niveaux de renversement mensuel sur le SP500, mais un excès n'est pas à exclure. Ce serait plutôt 38 500 sur le dos et on va dire autour des 17 500 voire 18 000 voire même 18 500 sur la tech, sur le Nasdaq, puisque la techno comme d'hab est très en avance et surtout très impulsive à la hausse. Pour ma part, le DAX c'est celui que je lis le mieux actuellement, c'est celui sur lequel je continue de travailler. Donc mon point de vue sur le DAX, il est assez simple. Tant qu'on reste bien évidemment au-dessus, comme sur tous les indices, de la MM50 moyenne mobile à 50 jours, en intraday notamment toute la semaine, j'ai continué les achats, donc je continue d'acheter, d'accord. Mais voilà, j'oublie pas ma logique swing, m'invite notamment, vous savez, toujours sous le haut de mon porte-voix, de vendre en swing de rebond. Donc, sur le DAX, je continue d'acheter en intra. Souvent, le matin, j'achète et souvent, le soir, je vends. D'accord ? Et en swing, je profite, ça fait 2 fois que je le fais, cette 3e fois, si on a un nouveau rebond à proximité des 16 700, 16 800, je vais commencer à nouveau à réaugmenter mon exposition swing vendeuse. Mais j'oublie pas que mon porte-voix, il est plus autour des 17 000 et un excès sur 17 200, 17 300 sur le DAX n'est pas à exclure. Donc voilà, je suis plutôt, de ce que je vois, tout reste bullish, d'accord, mais je reste sur mes gardes et je suis plutôt acheteur intraday et vendeur que sur le DAX si on atteint mes niveaux proches de mon porte-voix ou même si on dépasse un peu mon porte-voix et qu'on le réintègre. Voilà, ça fait déjà 2 fois que je le fais, je le ferai une 3e fois. Sur les US, je vais surveiller vraiment le seuil majeur autour des 4009, 5000 sur le SP500, ça va être un seuil psycho majeur. Voilà. L'euro-dollar de son côté continue à baisser. Alors ça tombe bien parce que je suis toujours en position à la vente là-haut sur ce haut de range proche des 1,11. Donc je continue à travailler à la vente tant que le marché me donne raison. Je charbonne. Mon premier gros objectif c'est 1,0820 et mon deuxième objectif, mon TP2, pourquoi pas le bas de ce range sur les 1,05, 1,06. Mais ça c'est sur une plus longue échéance et à ce moment-là je me reposerai la question éventuellement de retravailler à l'achat. L'or quant à lui essaye de reconquérir sa moyenne mobile à 50 jours. Donc là c'est pareil, on est dans une tendance qui est plutôt haussière. À chaque fois on a des replis, échec sur ces records historiques, sur cette grosse résistance mensuelle des 2070 $. À chaque fois ça se replie, finalement il y a des rebonds qui se mettent en place. Donc là vaut mieux acheter sur repli plutôt que d'acheter sur des accélérations haussières. Sur les cryptos, c'est plutôt calme si on regarde la capitalisation totale, qui est dans un range finalement depuis maintenant plusieurs semaines. Et
ça risque de durer. Alors c'est vrai qu'il y a l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot là qui est en train d'être un peu digérée. On s'attendait peut-être à un peu plus de volatilité, à un peu plus de réactions positives suite à cette news, mais en même temps c'était déjà tellement pricé par le marché. Donc on respire là aussi, faut pas oublier que fin 2023 ça a été quand même un carnage absolu de manière très positive, tout a explosé. Donc il va falloir tenir ces niveaux clés. Si je prends là par exemple la capitalisation totale 3, donc qui exclut la valorisation de Bitcoin et Ethereum, ce qui prend en compte du coup tout le reste des altcoins, on reste toujours dans cette dynamique positive tant qu'on tient ces niveaux. Donc en attendant, il faut être patient, préparer sa liste de crypto fortes. Alors je vous en donne quelques-unes, il y a par exemple Link, ICP, INJ ou encore Solana, qui sont dans des tendances primaires qui restent toujours particulièrement haussières, mais au sein de range daily, ce qu'on appelle des tendances secondaires qui sont neutres. Là, on a plus de chances, alors ça ne veut pas dire 100% de chance, mais plus de chances de sortir dans le sens de la tendance primaire, donc par le haut de ces phases de latérisation, que l'inverse. Mais oui, il va falloir une dynamique un petit peu plus forte, il va falloir une grosse impulsion haussière pour pouvoir s'extraire pour le moment de ces phases de compression. Donc attention dans ces périodes-là à ne pas s'épuiser sur des achats, ventes, on essaye d'acheter un petit peu tout, finalement ça part pas, on allège et finalement on grappille un peu de son capital, c'est un peu dommage parce qu'au-delà de grappiller du capital, on perd aussi de l'énergie. Et c'est vrai qu'à chaque bougie horaire, on se dit ça y est, ça part, puis finalement non, ça part pas, ça a baissé, finalement ça tient et voilà, c'est un peu caca. Le Bitcoin, lui, tant qu'il tient les 40 000 $ pour le moment, ça va. Et l'Ether, lui, est toujours très fort, tant qu'il tient d'ailleurs ses moyennes mobiles journalières. On voit en bleu, moyenne mobile à 20 jours, en rouge, moyenne mobile à 50 jours. Pour le moment, elles sont hyper haussières. On n'est même pas revenu dessus pour le moment. Donc à surveiller, si on revient au contact de celle-ci, ça peut permettre sur des signaux horaires de se dire ok, je reprends le train en marche, en achat sur repli. Je crois globalement que le marché a besoin de reprendre ses esprits, de respirer. Ça risque, et je pense que ça peut mettre vraiment plusieurs semaines avant de repartir. Attention quand même aussi à préparer ce que j'appelle le coup d'avance. On peut avoir aussi ce qu'on appelle des spikes, donc des grosses mèches baissières liées à des débouclements de position, liées à des expositions trop fortes, ce qu'on appelle des liquidations. Donc ça peut permettre justement de récupérer un petit peu, de trouver des achats sur repli à bon compte, ce qu'on peut appeler aussi des épuisettes, et que pendant que ceux qui sont débouclés et arrachés sur leur effet de levier là monstrueux, justement ce qui nous permet d'avoir des achats sur repli très intéressants à exploiter. Et toujours pareil, vaut mieux privilégier les cryptos forts, donc celles qui sont plutôt dans des tendances haussières de fond en daily ou en weekly, plutôt que d'acheter les faibles, puisque les faibles rebondissent beaucoup moins fort que les fortes. Sur les cryptos, je pense que je vais essayer de vous rappeler un principe majeur que j'essaye de m'appliquer, qu'on essaye de s'appliquer tous, mais qu'on rappelle peut-être pas assez souvent. C'est ce qui s'appelle l'overtrading. Et parfois, c'est pas mal aussi de poser ses crayons, de mettre sa souris et son clavier un peu de côté et de ne pas trader quand il n'y a pas vraiment grand-chose à trader. Et donc, je pense qu'actuellement, sur les crypto-monnaies, on est plutôt dans une phase de consolidation horizontale latérale. Tout reste très haussier, mais voilà, après l'emballement haussier de ces derniers mois, c'est normal qu'il se repose un peu. Et on n'est pas obligé de toujours trader. L'overtrading, l'impatience et toujours cliquer, cette maladie du clic qu'on a tous au départ, pour ma part elle est passée, je l'ai plus, et finalement ça va vous faire des achats-ventes un peu n'importe où, et ça va pas vous amener de la performance, ça va plutôt vous user psychologiquement, et quand il faudra y aller, vous n'aurez plus de psychologie et d'émotions nécessaires, positives pour y aller. Donc pour ma part, sur les cryptos, plutôt en mode attentiste, plutôt en mode prise de recul, on se calme. Si on est toujours, bien évidemment, alors par exemple une valeur comme Rune, il y a eu une baisse sur la MM20 hebdomadaire, donc si on n'en a pas, ça peut être un point intéressant pour rentrer, MM20 hebdo Rune, d'accord. Mais sur toutes les autres, on n'a pas de spike baissier comme on l'attend, et comme pour ma part, je l'attends à proximité soit des MM20 hebdo, soit des MM50 hebdomadaires, d'accord. Et sur Total 3, on voit bien que globalement, on a une dérive latérale et on consolide horizontalement autour de la MM50 journalière sur Total 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, à mon avis, dans ce sens-là, quand on a ça? Il faut en choisir juste uniquement une ou deux. Pour ma part, actuellement, je travaille beaucoup Link. Pourquoi? Tout simplement parce que sur Link, on a une consolidation horizontale point haut. On a eu un petit retracement avant sur la MM20 hebdomadaire, mais surtout, en termes techniques, en configuration technique, vous pouvez le voir, on a vraiment une convergence haussière technique de tous les chandeliers, de toutes les bougies, quelle que soit l'unité de temps.
on est vert en mensuel, on est vert en hebdo, on est vert en journalier, d'accord? Là, on est autour des 15,80, on est sur le haut du range journalier, mais techniquement, tout converge à la hausse, d'accord? Et donc, quand on a un range de consolidation horizontale dans le même sens que la tendance précédente, la probabilité, on la connaît toutes et tous, il y a plus de chances que la tendance se relance dans le sens de cette tendance, et donc on a une probabilité autour de 80-90% qu'on sorte par le haut de ce range, de cette consolidation technique haussière, et donc Link devrait, je dis bien devrait, j'ai pas toujours raison, je me plante et j'accepte de me planter, ça fait partie du trading, de l'investissement. Si on réussissait tout, il y aurait même plus de plaisir à établir des stratégies. Voilà, donc pour ma part, actuellement, je travaille Link pour aller chercher les 19, 20, voire 22 dollars dans le sens de la tendance précédente. Voilà, mais je tiens à le rappeler, actuellement, c'est pas mal aussi. Alors ça peut être un moment pour se former, pour lire d'autres choses, pour se renseigner sur les cryptos de manière un peu plus ample, fondamentalement pour les gens comme moi qui ont quelques lacunes, sur les airdrops, sur plein de trucs. Voilà, actuellement, pour ma part, je suis beaucoup plus calme. Ne pas trader, c'est aussi trader, il faut le rappeler. Et je choisis une ou deux valeurs qui m'intéressent techniquement pour reprendre la tendance précédente comme Link. Voilà, il est temps pour moi. Donc c'était à toutes et à tous un excellent dimanche, une excellente fin de week-end et je vous embrasse bien fort. Semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec la première estimation du PIB aux États-Unis et vendredi, nous aurons l'inflation aux États-Unis, mieux pondérée que le CPI, l'inflation PCE. Très important semaine prochaine parce que c'est en fonction de ça que les marchés vont se dire ajuster leurs prévisions de baisse des taux pour 2024 en préparant la réunion du 31 janvier de la Fed. On aura aussi encore beaucoup de publications d'entreprises, on est en plein dedans. Et voilà, moi je pense que le marché risque de se chercher encore un peu avant le 31 janvier. Donc il faut simplement dans cette période rester solide sur les appuis, bien ancré sur ses stratégies, en mode confiance. Et pour avoir confiance, il faut utiliser peut-être des tailles de position un petit peu plus faibles, ce qui permet de tenir, de ne pas être dépendant de l'émotivité qu'on peut avoir en fonction des bougies horaires. Il faut essayer aussi d'être le plus objectif possible par rapport aux forces et aux faiblesses des indices. On l'a vu, il y a des indices très faibles, il y a des indices très forts, il y a des indices en range. À bien attendre les zones d'intervention, ces zones hautes, ces zones basses. Et pour ceux qui peuvent le faire, pour ceux qui sont un peu expérimentés, travailler également ces positions. Donc attention, comme on l'a vu cette semaine, il peut y avoir des phases complètement opposées. Première phase complètement baissière, une autre phase complètement haussière, puis finalement on revient un petit peu au milieu, quoi. Et oui, au final, c'est la casquette bleue du coup qui l'emporte, la neutralité un peu partout. On n'oublie pas d'ailleurs en parlant de pouces bleus, mais je crois que les pouces ils sont plus bleus d'ailleurs en dessous de la chaîne YouTube. Essaye, mets un pouce bleu en dessous pour voir. Ah non, ils sont noirs. Merci à tous pour votre soutien. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine. Ciao ciao.